Les aventuriers d'HubSpot by 1 minute 30 avec Gabriel Dabichouevel. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans un nouvel épisode des aventuriers d'HubSpot. Je suis avec Rémi, mon associé. Salut Rémi, comment ça va? Ça va très bien Gabriel, et toi? Ouais, super. Les aventuriers d'HubSpot, c'est le podcast qui vous amène dans un voyage passionnant à la découverte du monde du CRM. Je suis Gabriel Dabichouevel, votre guide pour cette aventure et fondateur d'1 minute 30 partenaire HubSpot des entreprises ambitieuses. Notre mission est simple, vous permettre d'accélérer votre croissance client et avoir plus de leads, plus de ventes, plus de satisfaction et plus de reventes. Rémi, on va parler cette fois-ci des objets personnalisés dans HubSpot. Alors tout d'abord, dis-nous ce que c'est qu'un objet personnalisé. En fait, en standard, HubSpot revient avec un modèle de données que sont notamment les contacts, les entreprises, les transactions principalement, et puis les tickets pour la partie support client. À ces objets, avec ce modèle de données, on a bien entendu attaché au contact tous les éléments d'engagement, etc. Pour autant, il y a un certain nombre de cas où on peut avoir besoin, par exemple, de gérer un parc d'automobiles ou des éléments comme ça, dans lesquels on va avoir besoin, en fait, d'avoir des objets personnalisés qui vont être en complément de ce modèle de données de base. Et c'est dans quel cas de figure? C'est quoi les critères qui font qu'on se dit que ça vaut le coup de créer un nouvel objet? Alors, on peut avoir plusieurs critères en fonction des métiers, mais à partir du moment où on commence à gérer un portefeuille d'objets, d'éléments tiers. Je prends l'exemple des voitures, mais ça peut être un parc immobilier, ça peut être un parc de résidence, ça peut être un parc de matériel ou des choses comme ça. Ça devient, quand on parle d'éléments matériels qui ont leur propre cycle de vie, qui ont leur propre contrat, qui ont leur propre documents, etc., ça a un vrai intérêt. Il faut se méfier parce qu'on a beaucoup de faux amis, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles on a une relation systématiquement 1-1 entre les objets. On n'a pas forcément de complexité à gérer réellement de manière autonome le parc en tant que tel et de connaître le cycle de vie du parc. Donc, on a beaucoup de faux amis dans les objets personnalisés. Pour autant, il y a quand même un grand nombre de cas dans lesquels un objet personnalisé est un vrai confort de gestion au quotidien. Il faut bien le séparer des produits parce que c'est aussi le piège principal. On confond souvent en fait un inventaire produit dans lequel on est juste avec 200 produits en stock, etc. De l'objet personnalisé. L'objet personnalisé a vraiment une vie autonome, là où le produit, on peut avoir N instances du même produit. D'accord. Alors, donne-nous quelques exemples d'objets personnalisés logiques qu'on a rencontrés chez nos clients. En fait, la première étape, c'est que déjà, HubSpot a enrichi, notamment à partir des licences pro, le modèle de données actuel, et il l'a enrichi en fait avec des nouvelles, ce qu'on appelle la bibliothèque d'objets, c'est-à-dire 4 types d'objets standards, entre guillemets, accessibles sans avoir besoin de passer à la licence entreprise qui, elle seule, permet d'avoir des objets personnalisés. Et donc, ces quatre objets de la bibliothèque standard sont notamment ce qu'on appelle le listening. Alors, c'est une traduction un peu particulière pour dire en fait des établissements, des logements, des bâtiments, comme ça, des biens, des formations, donc dans lesquelles on a toute la logique de date de début, date de fin, etc. Donc, on peut avoir une personne qui se connecte à une formation. Des services. Donc là, c'est des prestations de services mutualisées. Et là, typiquement, les services, c'est souvent quelque chose qu'on peut utiliser sans avoir besoin. On n'est pas loin du produit, là. Oui, on est très proche du produit. Donc, il n'y a que quelques cas particuliers où le service a une vraie valeur ajoutée en tant que tel, parce qu'il a quelque chose de mutualisé, une vie en propre. Mais autrement, la plupart du temps, les services n'ont pas forcément besoin d'un objet personnalisé. Et puis, les rendez-vous, des événements qui sont en fait ne serait-ce que des événements qui sont en fait des rendez-vous clients. On ne parle pas du rendez-vous one-to-one dans l'agenda, on parle réellement des salons, des événements qui vient un peu en complément de l'événement qu'il y a déjà dans HubSpot. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé, cet objet de la bibliothèque, simplement parce qu'il est quand même aujourd'hui, pour moi, assez en porte-à-faux entre ce qu'il y a dans le gestionnaire de rendez-vous et les gestionnaires d'événements, les campagnes et les rendez-vous clients en tant que ce qu'on appelle l'engagement dans HubSpot. Mais bon, j'imagine que quand on est créateur de salon,
le fait d'avoir cet outil rendez-vous événement, cet objet rendez-vous événement a du sens. Oui, alors en fait, c'est un vrai sujet ou un vrai élément. C'est est-ce que quand on est créateur de salon, quand on veut faire des meetings one-to-one et des choses comme ça, et qu'on a la combinaison d'un lieu, d'une heure, de disponibilité, de lien à calendrier, est-ce qu'on va prendre un produit du marché, je pense à Eventbrite ou équivalent ou les autres, ou est-ce qu'on va essayer de recréer l'équivalent dans l'écosystème de l'objet de la bibliothèque rendez-vous d'HubSpot? C'est aujourd'hui, je demande à voir. Je n'ai pas encore les éléments, mais c'est quelque chose qui mérite d'être étudié et n'hésitez pas, s'il y en a qui ont des retours d'expérience là-dessus, à faire des commentaires dans la diffusion. Alors maintenant, on a parlé de cette nouvelle bibliothèque d'objets. Elle n'existait pas il y a 3 mois, donc nous, on n'en a quand même pas encore beaucoup utilisé cette bibliothèque-là. On a surtout fait des objets personnalisés avec la licence entreprise. Donne-nous des exemples de ce qu'on a pu faire pour des clients ou de situations qu'on a pu rencontrer même en avant-vente, où l'objet personnalisé s'imposait et était absolument nécessaire. Divers et variés. Il faut savoir quand même que l'objet personnalisé peut amener certaines contraintes en termes de nombre d'associations, etc. Mais on en a fait notamment à une époque sur des problématiques de réservation et donc de gestion de parcs, de location de matériel de chantier, de matériel industriel. Donc, chaque élément du parc ayant son propre numéro de série, pouvant passer d'un client à l'autre parce qu'il y avait la seconde main, pouvant être à un moment donné ou à un autre associé à un client parce que la location à ce moment-là correspond à tel endroit, à tel client. Et donc, on a bien une tracée de la vie de l'objet en tant que tel avec la maintenance de l'objet qui est dissociée de la prestation, de là où il est, etc. Donc là, ça s'y prête très bien. C'est un très bon exemple. Avant que la bibliothèque d'objets existe, bien entendu, tout ce qui est bâtiment et autres, ça fait partie des éléments courants qu'on retrouve chez certains nombres de nos clients. On a aussi, il arrive que l'on ait d'autres types d'objets, notamment sur des... alors, on est dans des éléments de détail de logistique, d'emplacement de réservation. Je pense par exemple... qui pourrait très bien être maintenant dans la bibliothèque d'objets et listening, à voir s'il y a des contraintes, mais quand on a par exemple un parc hôtelier, ça fait tout son sens d'avoir, notamment quand quelqu'un sort de faire la gestion de la maintenance, donc la gouvernante qui passe et de voir si la pièce est déjà occupée, le lier à un PMS, etc. Ça fait complètement son sens d'avoir ces objets personnalisés dans ce cas-là, tout simplement parce que ça permet aussi d'avoir une visibilité du parc sur des petits volumes. On ne l'utiliserait pas sur des mice à des grandes échelles, donc sur de l'événementiel à grande échelle, mais on peut très bien l'utiliser sur des éléments comme ça. Et en plus, on peut très bien avoir des logiques, quand on l'associe à des outils complémentaires comme les CPQ et autres, des plans tarifaires qui sont liés à ces objets-là et qui vont beaucoup plus loin que la complexité du produit. C'est-à-dire que le produit, en fonction aussi du contexte dans lequel on va l'associer, dans lequel la transaction va se positionner, le même produit peut avoir des plans tarifaires différents. Donc, il y a beaucoup de cas d'usage d'objets personnalisés. Encore une fois, il a ses limites, hein, donc il faut savoir le manipuler avec précaution. Il est limité dans le nombre d'instances, dans le nombre de relations avec les autres objets. Donc, il y a un certain nombre de cas où il faut limité comment technologiquement par HubSpot Technologiquement par HubSpot, oui, tout à fait. Mais après, il faut prendre des add-ons pour passer ces limites. Donc, il faut être précautionneux et être vigilant quand on déploie un objet personnalisé et bien vérifier qu'on ne va jamais aller au-delà des limites imposées par HubSpot aujourd'hui ou savoir qu'on va aller au-delà, mais dans ces cas-là, anticiper le surcoût qu'on pourrait avoir. D'autres éléments à compléter pour faire ce tour des objets personnalisés, de leur usage, de quand les utiliser, des exemples qu'on a pu donner? En fait, c'est assez étonnant parce qu'il y a beaucoup de CRM du marché, je pense à Salesforce par exemple, dans lequel, j'ai envie de dire, les clients ont toujours tendance à multiplier les objets personnalisés. Et d'en faire, j'ai envie de dire, des dizaines sans aucune ambiguïté, et que le premier réflexe, c'est de dire, allez, je rajoute une table, et je rajoute un élément, et je rajoute une table de jointure, et je rajoute un truc qui complexifie mon modèle.
En fait, le fait de se limiter dans les objets personnalisés est une vraie bonne discipline en termes de gouvernance, une vraie bonne discipline en termes de conception d'un CRM. Ça peut paraître paradoxal, mais en fait, c'est trop facile, parfois, de se dire qu'on rajoute une table à côté qui va complexifier le système, complexifier les workflows, complexifier la gouvernance, complexifier l'adhérence au SI de ce truc-là, plutôt que de se dire aujourd'hui, en fait, si je travaille bien ma structuration de la donnée, mes champs complémentaires, mes champs custom, je peux très bien vivre comme ça. Et il existe souvent, on le vit souvent, quand on fait des synchronisations entre un Salesforce et un HubSpot, par exemple, bien souvent, on est obligé de rajouter tous ces champs-là, tous ces objets custom, parce qu'on synchronise avec des objets côté Salesforce et que le moteur de synchro entre Salesforce et HubSpot natif est plutôt une liaison d'objet à objet plutôt que le champ d'un autre objet vers un nouvel objet. Mais on se retrouve très souvent avec des relations 1-1. Donc, on a systématiquement que des objets qui sont des données adjacentes d'un comptable, des données adjacentes d'une entreprise. Et on se retrouve juste avec une lourdeur d'efficacité, une lourdeur de perception, une lourdeur d'ergonomie à chaque workflow qu'on va mettre, à chaque automation. Et ça, on le retrouve très souvent. Donc, j'ai envie de dire, l'autre adage, c'est de se dire, les objets personnalisés, bien entendu, il y a un grand nombre de cas d'usage où on en a besoin. Pour autant, se discipliner à bien prendre, analyser, est-ce qu'on en a vraiment besoin, pourquoi faire, etc., est une vraie gestion saine de son CRM, une vraie gestion d'une bonne analyse de, OK, de quoi j'ai réellement besoin, comment évolue mon écosystème et qu'est-ce que ça impacte derrière. Super, merci beaucoup Rémi. Cet épisode des aventuriers d'HubSpot est terminé. J'espère que vous avez beaucoup appris. Si comme nous, vous pensez que le CRM est une aventure et qu'il faut être bien accompagné, contactez-moi, je suis 1 minute 30. Mais avant de partir, n'oubliez pas que l'expérience est meilleure lorsqu'elle est partagée. Alors après l'épisode, relayez vos découvertes avec d'autres aventuriers et n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire sur la plateforme où vous consultez ce podcast. Merci beaucoup Rémi. Bonne journée à tous. Vous pouvez réécouter tous les épisodes de notre podcast sur Spotify, YouTube, Deezer et Google Podcast. Vous pouvez aussi visiter notre site web 1minute30.com.